Eh ben bonjour les amis, Bonjour. Bonjour, ça va Hello. bien? Oh. dans la cuisine, hein, donc Moi, je suis sur ma Sweets Ball, donc je risque de sautiller. Alors aujourd'hui, on a prévu de parler des limites de la distance. Bah, moi, j'aurais peut-être une envie de reformuler en fait tout ça. Hmm. Cette question, c'est pourquoi parler de limites? En fait, j'ai l'impression qu'en ce moment, au-delà de parler de limites, on pourrait peut-être parler d'une autre façon d'envisager la distance, parce qu'il semblerait qu'on soit amené à vivre ça dans le futur un peu plus. Donc, plutôt que de partir des limites, parler de l'envisager autrement. C'est mon côté optimiste. Ouais, donc là, tu ressens aucune frustration. Ah non. Pardon, excuse-moi, mais non. Moi, en tant que mammifère, quand même, il y a la socialisation, ok, on peut avoir des substituts à la socialisation à distance, et il y a même une forme de socialisation à distance. Effectivement, on pourra aborder la partie non verbale et puis il y a le toucher aussi. Enfin, je sais pas, mais euh, ben voilà, taper quelqu'un sur une épaule, une tape amicale sur une épaule, une poignée de main, euh, enfin, tous ces petits gestes qui semblent comme ça anodins, mais qui en fait bah, manquent. Enfin, je trouve que ça manque terriblement, quoi. Hein. J'ai hâte, moi, d'être je crois, demain, parce que mon petit de 9 ans va avoir sa première classe virtuelle. J'ai hâte de voir sa réaction quand il verra ne serait-ce que les visages, tu vois, de ses camarades de classe. Et ce sera justement vraisemblablement l'illustration de ce que tu dis là, Nicolas. Moi, il y a aussi un autre truc au manque physique, c'est au manque de beaucoup plus encore, enfin, ou d'encore plus, pas beaucoup plus, mais d'encore plus. C'est que là, quand on se rencontre, on parle tous très gentiment. On parle tous avec la même petite voix fluette, toujours sur le même ton, très monotone. On essaie, enfin monotone. Je dis ça très bêtement, presque naïvement, mais je vous ai jamais vu les uns et les autres animer. Mais quand j'anime une formation, ça part dans tous les sens parfois et la voix compte immensément. Et là, on a du mal quand même à utiliser notre voix, mais parce que justement, on n'a pas, je sais pas, cette espèce de réception, que sais-je, je vais dire une énormité, mais physiologique, ou ce que vous dites tous, ça nous manque, on en parle, ça, le fait de se voir, de s'effleurer sans même se toucher, parce qu'aujourd'hui c'est de plus en plus difficile même de mettre la main sur une épaule, comme tu disais Nicolas, mais voilà, juste de se sentir présents les uns les autres, il y a cette interaction. Et c'était un article de Mediapart que je pourrais repousser, qui dit l'impossible continuité pédagogique pendant le confinement, évoquant entre autres quoi donc, que c'était une catastrophe humaine, en plus d'être un leurre pédagogique. Voilà, j'ai balancé un truc, comme d'habitude, et je vous laisse vous débrouiller avec. Merci, Nico. Si je peux me permettre de rebondir sur ce que tu dis, Nicolas, en fait, quand je vous écoute, on parle d'absence, on ne parle pas de distance. Oui. Donc, en fait, c'est pas la même chose. Donc aujourd'hui, ce qui est compliqué, c'est qu'on n'a pas le droit, en fait, de se toucher, de se voir, etc. Après, si on prend un peu de recul par rapport à nos métiers, ce qui est posé, c'est la place de la présence physique, en fait, dans les processus de formation. Donc, pourquoi faire, en fait? Et ça, c'est une vraie question, je pense. On voit bien, en fait, en quoi, par exemple, le digital qui met les gens à distance oblige à repenser les espaces physiques de formation. Enfin, on voit bien qu'il y a un rapport dans la digitalisation et la grande distance, en fait, qui correspond finalement à l'absence, au fait de ne pas se voir, à comment il faut repenser la distance au sens premier du terme. Quand tu parlais, par exemple, de la voix, Nicolas, je trouve que c'était un exemple vraiment intéressant parce que la voix, tu la modules en fonction de la distance de ton interlocuteur, mais c'est une distance que tu es capable de mesurer. Alors que là, aujourd'hui, pourquoi on parle doucement? Parce que ce serait complètement idiot de hurler dans son micro, puisque ça ne changera strictement rien au fait que tu entendes bien ou pas. D'ailleurs, tu entendras même plutôt plus mal si je hurle. Donc, du coup, on est incapable de mesurer en fait à quelle
justement à quelle distance en fait sont les gens. Et dans la distance, il y a quand même une notion de mesure, une notion d'être capable de l'évaluer. Et là, on n'y est pas. Donc, et la dernière chose, moi, par rapport à ça, c'est que finalement, ce qui manque le plus, et moi, je sais, moi, je fais beaucoup de formations à distance, hein, et, ce qui est important dans la présence, c'est de faire des choses qui n'ont rien à voir avec le contenu en fait, de la formation. Ce qui est important, c'est de manger ensemble, c'est de boire un coup, c'est de se toucher, c'est de rigoler, etc. C'est les pauses, ce qu'on fait pendant les pauses. Bien sûr. Bien sûr. Là, il n'y a pas de pause en fait. Non, il n'y a pas de pause. C'est que du muscle, c'est horrible. Et c'est vrai qu'il y a la proximité physique et le partage du même espace physique fait partie du contexte dans lequel on se forme. Même si on n'a pas d'interaction personnelle, c'est-à-dire on ne joue pas au Lego ensemble pour des activités bien connues en salle, il y a aussi le fait d'être proche physiquement, de gérer la relation à l'autre. Il rentre dans ma bulle, je ne rentre pas dans sa bulle, etc. Et donc, ça, c'est des éléments qui sont absolument pas importants dans l'efficacité pure pédagogique des activités qu'on fait, mais c'est une partie du plaisir et des repères qu'on a qui font que on a de l'intérêt, on a de la motivation. Cette privation-là de partage d'un même espace et de partage d'une proximité physique, même s'il n'y a pas d'échange direct entre les gens, comme le café, comme le fumer une clope ensemble, etc., c'est quelque chose qui est difficile à compenser. C'est vrai que la présence permet de faire rentrer quelqu'un dans sa bulle. À distance, on peut le faire aussi d'une autre façon. Je ne fais pas l'apologie de la distance et je ne dis pas qu'on peut tout faire à distance comme en présence. J'essaie juste, en fait, dans mon quotidien, comme vous tous, de trouver des palliatifs et de faire au mieux avec ce que j'ai sous la main, c'est-à-dire une webcam, du son qui passe par mon ordinateur et compagnie, pour justement ne pas arriver à la situation de frustration et maintenir un niveau raisonnable de manque. Donc du coup, je pense qu'en effet, une bulle, la bulle, c'est notre décor, c'est ce qu'on veut bien montrer aux autres, parce que inviter quelqu'un chez soi, c'est aussi le faire rentrer dans sa bulle. Juste ce que je voudrais dire là-dessus, c'est le côté limite de la distance, ça nous interroge sur finalement ce qui fait la force du présentiel, davantage. Je trouve que dire qu'il y a des limites à la distance, finalement, je crois qu'il y en a de moins en moins, avec la puissance des technos, les solutions qui nous sont offertes, la capacité de chacun en matière d'ingénierie pédagogique à monter des dispositifs assez sophistiqués grâce à ces outils-là, la relation qu'on peut avoir, séparer les groupes dans des classes virtuelles, les faire travailler ensemble. Donc, je pense que la distance, je vais dire, existe de moins en moins finalement vis-à-vis d'une animation. Par contre, moi je trouve que ça serait intéressant de se dire finalement, pour rebondir sur les points de Philippe, qu'est-ce qui fait la valeur d'être ensemble physiquement? Ce côté mammifère intrinsèque, j'allais dire, ce qui nous définit par nature, notre cerveau reptilien, ce qui fait qu'on a envie entre guillemets, de se renifler, de savoir plus profondément ce qui est l'autre. J'allais dire la relation affinitaire que l'on peut créer finalement, plus de proximité dans le présentiel. C'est peut-être ces choses-là qui sont intéressantes à creuser par opposition au thème de limite de la distance et qui, du coup, peuvent nous permettre de ressortir de cette phase-là en se disant putain, mon présentiel, voilà ce qui en fait la valeur et voilà ce que je vais cultiver pour faire que les moments que l'on va passer en salle soient des moments, entre guillemets, d'exception, mais qui mettent bien en avant ce qui nous est intrinsèque finalement, ce qui fait qu'on est des humains et que cette humanité, elle passe par une relation, oui, j'allais dire affinitaire qu'il faut développer pendant ces moments-là. Ça me permet de rebondir sur ce que tu viens de dire, Philippe. Si on veut être dans l'efficacité, je pense que la distance peut avoir des vertus. Et puis,
Il y a peut-être des gens qui n'ont pas envie, qui ne sont pas à l'aise dans un groupe et qui, par là même, à distance, pourraient être plus enclins à se connecter, à échanger, parce qu'il y a cette distance physique liée à l'éloignement et la capacité quand même à s'exprimer. Donc, il pourrait presque y avoir des vertus. Après, je rejoins tout le monde. Il y a des limites aussi en termes de relationnel. C'est qu'en effet, quand on est en présentiel, c'est compliqué à expliquer, mais on a un regard global sur un groupe. C'est-à-dire quand on regarde un groupe de personnes et qu'on interagit avec eux, on peut les regarder là tous et les englober dans quelque chose. En classe virtuelle, c'est beaucoup plus compliqué. D'abord, on est chacun dans son petit rectangle. Souvent, c'est des fausses relations, c'est des faux échanges collectifs. C'est entre guillemets en formation. Je ne parle pas aujourd'hui de nos échanges, hein, mais c'est souvent du one. C'est un échange à deux avec des personnes qui vont écouter, puis on passe avec un autre duo, etc. Mais l'échange collectif, vraiment, il est beaucoup plus complexe par contre en classe virtuelle. Et regarder tout le monde et s'adresser visuellement à tout le monde est bien plus complexe. On va devoir pallier tous ces manques-là par tout un tas de dispositifs pour formaliser la prise de parole et du coup la rendre un peu moins naturelle. Et là, je te rejoins Virginie, où du coup, on est moins dans un échange de groupe, mais de façon un échange plus séquentiel, on va dire, entre les participants. On devient un peu des aveugles hein, quand on est en classe virtuelle. C'est-à-dire qu'on s'appuie sur l'auditif plus que sur le visuel. Alors, on a trouvé des substituts au non-verbal dans la communication écrite. Hein, par exemple, quand on fait les petits smileys, ça remplace le petit sourire, etc. Aujourd'hui, moi, j'ai des formateurs là, qui sont en train de faire un peu des expériences, c'est-à-dire d'avoir des temps synchrones qui sont prévus hors formation, où on est vraiment là pour faire un peu d'échange et typiquement pour prendre la pause ensemble, en fait. Donc ça, c'est valable pour ceux qui ont, les formateurs qui ont plusieurs sessions et qui ont le temps justement de mettre ça en place, et aussi évidemment pour les enseignants qui en ce moment sont obligés d'assurer la continuité au long cours. Alors, après, il faut faire attention aussi parce que là, on parle beaucoup de synchrone. En fait, je pense que l'erreur que tout le monde fait actuellement, c'est vouloir continuer avec du synchrone. En fait, la distance, c'est justement le fait de ne pas être obligé de faire du synchrone. Il y a un truc qui est obligatoire en présentiel, c'est de faire du synchrone. En fait, c'est ça qui est fatigant. Donc, il faut utiliser la distance pour pouvoir faire de la synchrone et faire peu de synchrone. En fait, il ne faut pas essayer de transposer ça. Je pense qu'il n'y a pas de vérité. C'est un problème de contexte. Je vais vous raconter une anecdote. Il y a quelques années, j'intervenais, puis il y avait le Gilbert Paquette, qui était le patron de la TELUC, qui est un ancien ministre de l'Éducation du Québec, hein, bien connu. Et il nous disait, nous, on a fait des tests à la TELUC. Le fait de mettre les gens en présentiel, ça coûte cher, ça n'a aucun intérêt. On a fait des évaluations, ça n'apporte rien. En fait, le présentiel n'apporte rien. On a arrêté. Donc, on a une efficacité du système qui est beaucoup plus forte. Ça, c'est vrai au Canada. Il y a des grandes distances. Donc, les gens font des arbitrages. La question c'est la question de l'ingénierie du dispositif et du rythme et de la manière et de l'arbitrage que les gens vont faire entre les contraintes en fait et les bénéfices. C'est ça qui doit être cohérent. Mais pour revenir, tu as raison, Sylvain, la distance, ce n'est pas que du synchrone. Et c'est en effet aussi de la synchrone. Mais là, du coup, je trouve que c'est complexe. Et je comprends les profs ou les formateurs qui vont vers la classe virtuelle parce que ça ressemble plus au présentiel. Et je pense aux apprenants parce qu'en asynchrone, on est encore moins égaux devant l'apprentissage. L'asynchrone, ça veut dire travailler, enfin souvent, pas toujours, mais travailler seul. Donc avoir une certaine discipline de travail, avoir une capacité à travailler seul, à avoir la volonté de le faire, à avoir des capacités d'analyse, de réflexion en toute autonomie. Et si, de toute façon, on le voit bien, le système scolaire qui est totalement en présentiel n'empêche pas les inégalités et les décrochages scolaires, je pense qu'en asynchrone, c'est encore plus exacerbé parce qu'on n'est franchement pas tous égaux, encore une fois. Mais aujourd'hui, les élèves, ils utilisent WhatsApp et pas le système qu'on leur a proposé quand il y en a un. Donc, en réalité, ils sont en synchrone et en asynchrone, en fait. Ils ne font pas la différence, en fait. C'est une différence conceptuelle. Ça n'existe pas dans la pratique, en fait, ça.
En fait, à vous écouter, bien sûr, on est d'accord, le digital a une certaine maturité. Vous êtes nombreux, nombreuses à avoir aussi une grande expérience de la distance et rien n'empêche de former à distance. Maintenant, si j'essaye de cerner quelques-unes des limites, on l'a un petit peu dit, mais c'est ce côté un peu tribu qui est absent. C'est où est l'humanité dans la distance, comment est-ce qu'on la recrée? Là, vous êtes tous des photographies, vous êtes dans mon album de famille, quelque part. Je ne sais pas qui est grand, qui est petit, je ne sais pas qui est un peu enveloppé, qui ne l'est pas. Je ne sais pas qui a un petit tic qui tape du pied continuellement, qui est abachi quand il est installé. Un formateur qui forme, il passe son temps à courir après ces stagiaires, on passe son temps à leur courir après. On est des vrais capitaines à essayer d'embarquer toute une équipe et refaire ça à distance. Est-ce qu'il faut chercher à le refaire? Si on essaye de le refaire, comment on fait? Au-delà de faire ce qu'on fait très très bien quand on est à distance, c'est-à-dire qu'on a tous les bons codes, on est tous super polis, on coupe la parole à personne. Moi, ça me manque, le bordel. Non, mais nous provoque pas, Nicolas, parce que là, si tu veux l'avoir, tu vas l'avoir, le bordel. Moi, je me contiens personnellement. Je me dis que par respect pour vous et tous les gens qui vont passer 20 minutes à nous écouter, je vais pas péter un câble, mais attention. Parce que c'est ça qui est sur lequel on a du mal. On est très ancré au fait que la formation, comme c'est un échange humain, il doit être physique. Mais comment est-ce qu'on va savoir justifier, tracer, qui a fait quoi, etc. Sylvain n'hurle pas, je suis d'accord avec toi. Je refais simplement quel est l'état des choses aujourd'hui. Et je suis assez d'accord avec toi, on se bat pertinemment pour expliquer aux gens que certains mettent plus de temps à lire quelque chose qu'un autre, certains peuvent avoir acquis une compétence plus rapidement qu'un autre. Voilà, et ça, comment est-ce qu'on va savoir le traiter? Je crois qu'il y a aussi là une certaine limite de la distance. Ouais. Peut-être qu'on dit tous qu'il y aura un avant et après le coronavirus. Il y aura peut-être aussi un avant et un après dans l'éducation nationale. J'aime cette note d'optimisme. Ouais, toujours. Alors, en tout cas, dans l'éducation nationale, oui, il y aura certainement un après. J'espère que pour les organismes de formation, il y aura un après. Parce que là, le maintenant, il est sévère. Hein. Ouais. Oui. Mais quand, en effet, tout ça va être fini et qu'on va revenir à des sessions présentielles, avoir aussi un nouveau regard sur ça et se dire, tiens, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut apporter encore en valeur ajoutée au présentiel versus le distanciel, entre guillemets. Ouais, je trouve que la question, elle est importante. On peut avoir éventuellement la formation en situation de travail, qui peut être un substitut, qui permet aussi de mettre en œuvre sur le travail, lorsqu'on a les mêmes machines, lorsqu'on a des environnements qui sont pas trop à risque. Ça peut être une solution aussi pour pallier au fait de se réunir dans un atelier école, etc. Souvenez-vous du témoignage de Clément l'autre jour, évoquant le travail fait par un de ses collègues, Olivier, qui alors il a choisi la réalité virtuelle pour ça, donc c'est un simulateur en quelque sorte qu'il a conçu d'une raffinerie école qui leur fait gagner du temps de présentiel, c'est-à-dire du temps et d'efficacité présentielle. C'est en tout cas ce que Clément ce dont il a témoigné l'autre soir, c'est-à-dire que la préparation se fait à l'école avec des casques ou des lunettes de réalité virtuelle, voire même, je les ai déjà vus, j'ai pu participer un jour à une de leurs sessions avec des tablettes ou des smartphones, en visitant et en interagissant dans un scénario pédagogique avec cette raffinerie école, et pour pouvoir ensuite aller, non pas peut-être une journée complète, mais qu'une demi-journée sur site, pour réellement reproduire ce à quoi on s'est préparé à l'aide d'une simulation de quelque chose qui aurait pu être fait justement de chez soi, comme on est contraint de le faire aujourd'hui. Eh ben, bonne soirée. C'était bien sympa. Bonne soirée. Passez une bonne soirée. See you next week. À bientôt. À lundi prochain. Salut. Non, je travaillais. Oh merde, c'est pas de chance. Non. Et Si tu savais, nous...